Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, José Luis Lacassia, directeur commercial de Gaz et Électricité de Grenoble. D'abord, merci d'être avec nous cet après-midi pour ce webinaire organisé par GEG et plus précisément par le département achat et des risques, l'achat d'énergie et des risques, gestion des risques. On est ravis de pouvoir créer cet événement digital pour le moment, puisque on aura plaisir à vous retrouver physiquement, visuellement, quand les conditions sanitaires se seront améliorées. En attendant, aujourd'hui, GEG en tant qu'acteur important dans la production et la fourniture d'électricité, puisqu'on est le 9e fournisseur d'électricité de France, et nous investissons massivement sur la production d'énergie verte. Eh bien, nous avons aujourd'hui le plaisir d'attaquer une série de webinaires, deux précisément, autour de cette thématique de l'énergie verte. Alors aujourd'hui, plus spécifiquement sur les sources d'approvisionnement de l'énergie verte. Et puis un deuxième est d'ores et déjà prévu le 5 mars sur la traçabilité de l'énergie verte, sa labellisation éventuelle. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actualités autour du sujet. Les choses existent déjà. Cette traçabilité, cette labellisation ont vocation à évoluer dans le temps, dans les mois et les années à venir. Alors, je suis ravi qu'on puisse aborder cette thématique aujourd'hui. Je vais passer du coup le micro à Jérémy Liogé, qui se fera un plaisir, qui est un de nos experts en achat d'énergie, et qui va se faire un plaisir de vous parler de la production d'énergie renouvelable. D'un point de vue logistique, nous sommes en live, en direct. Et à ce titre, vous pouvez poser vos questions via l'outil questions-réponses qui a été mis à votre disposition. Et nous nous chargerons évidemment d'apporter des réponses, soit en direct, si le temps le permet, soit directement via l'outil. Voilà, n'hésitez pas, profitez de cet instant, profitons tous ensemble de ce moment de convivialité, de cet instant partagé autour de cette thématique qui est la production d'énergie verte et sa traçabilité un peu plus tard. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à Jérémy et je vous souhaite un bon moment de partage autour de cette thématique. Donc, on va démarrer ce webinaire qui va durer à peu près 3 quarts d'heure. Donc, les différentes sources d'approvisionnement des énergies renouvelables, on va parler des offres d'énergie verte, des garanties d'origine, de la certification en France et un petit peu aussi en Europe. Donc, pour introduire le sujet, on va définir ce qu'est une offre de fourniture d'énergie verte. Ce sont des offres qui sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, les clients ont de plus en plus d'appétence pour ce sujet. Les fournisseurs développent de plus en plus d'offres vertes. Donc, il faut bien savoir finalement de quoi ils retournent et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot offre dite verte. La définition est assez simple. Elle est en sommet de cette introduction. Un fournisseur peut garantir qu'une quantité d'électricité d'origine renouvelable équivalente à la consommation des clients de cette offre a été injectée sur le réseau. C'est la définition finalement d'une offre d'énergie verte. Si vous avez souscrit une telle offre, chaque kilowattheure que vous consommez correspond à 1 kilowattheure qui a été injecté sur le réseau à partir d'une source d'énergie renouvelable. Ça peut être en France ou en dehors de la France, en Europe. On verra tout à l'heure quels sont les pays qui participent à ce mécanisme. Et aujourd'hui, pour prouver que de l'énergie verte a été injectée sur le réseau, le fournisseur n'a qu'un seul moyen de le faire, c'est via les garanties d'origine, qui sont aujourd'hui le seul moyen de certification d'énergie verte. On va donc rappeler quelques définitions pour démarrer, qui ne seront pas forcément toutes reprises plus tard dans la présentation, mais qui permettent au moins de recontextualiser les choses et d'avoir une meilleure compréhension du sujet dans sa globalité. Donc 3 définitions, l'énergie renouvelable, les énergies renouvelables intermittentes et les énergies décarbonées. Les énergies renouvelables, c'est celles dont on considère qu'à l'échelle de temps humaine, elles sont inépuisables. On peut en citer quelques-unes, le photovoltaïque, l'éolien, l'hydroélectricité, la biomasse, la géothermie. Et on considère que ce sont des énergies qui ne rejettent pas de gaz à effet de serre en exploitation. Les énergies renouvelables intermittentes, ce sont celles qui correspondent à des flux de production qui sont variables dans le temps, pas forcément toujours prévisibles et qui peuvent donc considérablement évoluer. Par exemple, la radiation solaire qui peut évoluer entre le jour et la nuit ou entre un jour de beau temps et un jour avec une forte nébulosité.
l'éolien qui dépend de la vitesse du vent. Donc c'est ce qu'on appelle l'intermittence, et finalement ces énergies ne seront pas disponibles en permanence. C'est un petit peu ce qui fait leur difficulté, c'est que plus leur taux d'intégration est important dans le système électrique, plus finalement ça va être compliqué de gérer le pilotage global du système, puisqu'il va falloir le coupler à du stockage ou autre pour pouvoir avoir de l'énergie disponible en permanence. Et on a ensuite les énergies décarbonées. Ce sont celles qui ne rejettent pas de dioxyde de carbone en production. Donc on a dit qu'on considérait que toutes les énergies renouvelables étaient décarbonées. On peut ajouter à celle-ci l'énergie nucléaire, puisqu'elle ne rejette pas de CO2, mais attention, elle n'est pas renouvelable, puisque l'uranium est une ressource qui est en quantité finie. Enfin, pour terminer cette introduction, on va donner quelques chiffres à l'échelle mondiale. En 2019, la part des énergies renouvelables représente 11% de l'énergie primaire mondiale et la part des énergies décarbonées représente 16% de l'énergie primaire mondiale. L'énergie primaire, c'est un petit peu l'énergie à l'état brut. C'est par exemple l'énergie du vent qu'on va transformer en énergie électrique. Donc c'est vraiment, on parle ici d'énergie primaire. Et donc garder ces deux chiffres en tête, c'est que finalement aujourd'hui, les énergies fossiles restent largement prépondérantes dans le mix mondial. On parle de l'ensemble de la planète. Les différents sujets qui vont être abordés au cours de ce webinaire peuvent être décomposés en 3 parties. La chaîne des métiers, donc de la production à la consommation d'énergie verte, les énergies renouvelables en Europe et le positionnement de la France, et dans un dernier temps, la certification d'énergie verte et quelques chiffres significatifs. Commençons donc par cette première partie de la production à la consommation de l'électricité verte. On peut décomposer cette chaîne en 4 étapes: l'installation et la construction d'un actif de production, la production en elle-même, le transport et la distribution, et en dernier lieu, la commercialisation. Et après tout ça, il y aura la consommation. Donc si on reprend ces étapes une par une, l'installation et la construction, ça passe par différentes étapes qui peuvent être assez longues. Le développement de l'ingénierie, c'est des étapes qui aujourd'hui prennent du temps sur quelle que soit la filiale de production. Par exemple, si on prend l'exemple de l'éolien, aujourd'hui c'est 5 à 7 ans pour instruire un dossier. Entre le moment où on décide d'éventuellement construire une éolienne et le moment où elle sera mise en service, c'est 5 à 7 ans. Sur des centrales nucléaires de dernière génération assez complexes, le temps de construction peut largement dépasser une décennie, on le voit avec les derniers projets en cours. Donc c'est quand même une étape qui est assez longue et qui permet de bien prendre la mesure du fait qu'aujourd'hui une politique énergétique dans un pays prend du temps à se mettre en place et ne se met pas en place du jour au lendemain. Donc il y a quand même un certain temps de latence qui est lié finalement à l'installation de ces actifs de production. Ensuite, on a la production en elle-même de l'énergie. Donc si on prend le cas des nouvelles installations, principalement renouvelables, qui sont installées aujourd'hui, le producteur va souvent travailler avec ce qu'on appelle un agrégateur, qui est un acteur finalement de marché, qui est un petit peu un nouveau métier, qui rachète la production au producteur et la revend sur le marché. Donc cet agrégateur, il va devoir assez finement prévoir quelle sera la production. Donc pour cela, il va analyser des données de marché, des données météorologiques, pour anticiper quelle quantité d'énergie sera injectée sur le réseau chaque heure. Ensuite, une fois que cette énergie elle est produite physiquement, il faut la transporter pour l'acheminer jusqu'à un consommateur. Donc elle est d'abord acheminée sur le réseau de transport par RTE, qui est l'unique transporteur en France. Et ensuite, elle est acheminée sur le réseau de distribution ou les réseaux de distribution, puisqu'il y en a plusieurs, donc par Enedis ou Greenalp par exemple, jusqu'au consommateur final. Ce consommateur va lui devoir souscrire un contrat de fourniture d'électricité avec son fournisseur, c'est obligatoire, et le métier du fournisseur d'électricité, c'est finalement d'acheter sur un marché où les prix sont en constante variation une quantité d'énergie pour un client, quantité d'énergie qu'il estime à l'avance mais dont il ne connaît pas exactement la quantité, et de livrer son client, quels que soient ses besoins, à un prix qui est la plupart du temps fixe. Et ensuite, le fournisseur gère aussi toute la partie facturation, qui est une autre partie de son métier. Si on regarde aujourd'hui le mix de production en France, donc ce sont les données qui sont publiées par RTE, gestionnaire du réseau de transport, production qui dépasse les 500 TWh par an, quasiment 540 TWh en 2019 en France métropolitaine, avec plusieurs moyens de production, principalement le nucléaire, plus de 70% de la production à partir de nucléaire, 11% d'hydroélectricité,
6% d'éolien, 2% de solaire, quasiment 2% de bioénergie, 7% de gaz et un petit peu de fuel et de charbon qui sont relativement faibles en pourcentage, mais qui sont quand même existants. On a par exemple 4 centrales au charbon aujourd'hui en France qui sont en activité. On notera que la consommation d'électricité en France est différente de la valeur de la production, puisque la France est interconnectée avec les autres pays européens, et la France est globalement exportateur net d'électricité, c'est même le premier exportateur d'Europe, et on a une consommation qui est plus de l'ordre de 470 TWh par an. Donc on a bien ce mix de production, le mix de consommation qui est un petit peu plus faible, mais qui diffère relativement peu, et dont on parlera ensuite d'un autre mix qui est le mix résiduel dans un troisième temps. Sur cette slide, vous retrouvez à droite le mix de production, donc c'est le même que le précédent, mais un petit peu simplifié, où là on a décomposé en 3 parties, le nucléaire, les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Donc on retrouve les mêmes chiffres avec 20% d'énergie renouvelable. Et on peut du coup maintenant se rapprocher des garanties d'origine et essayer d'évaluer finalement la quantité d'énergie d'origine renouvelable qui est certifiée aujourd'hui dans le pays. Donc on a 138 TWh de production, 109 qui proviennent de sources renouvelables. Et en 2019, la France a certifié uniquement 57 TWh d'électricité renouvelable. Donc c'est à peu près la moitié. C'est un premier constat qui est assez intéressant, qui est de voir qu'aujourd'hui, toute l'énergie renouvelable ne fait pas l'objet d'une certification, en tout cas en France. On prendra après d'autres exemples, mais en France, c'est le cas actuellement. Donc il est maintenant temps de définir ce qu'est une garantie d'origine, pour bien que tout le monde ait en tête la définition. Donc la garantie d'origine, c'est le document électronique qui prouve au client final, c'est-à-dire au consommateur, que l'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération. Donc il faut bien garder à l'esprit que cette garantie d'origine, c'est un document électronique qui est donc indépendant de l'énergie qui est physiquement injectée sur le réseau. Et comme on vient de le voir d'ailleurs, toute l'énergie injectée ne fait pas l'objet de garantie d'origine. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de la garantie d'origine, elle permet de certifier comment l'énergie a été produite grâce à 3 critères. Donc ce mot « comment elle a été produite » est assez important, puisqu'aujourd'hui on a un autre système dans l'électricité qui est la responsabilité d'équilibre qui permet là de valoriser où et quand l'énergie est livrée. Et puis la garantie d'origine, elle permet de savoir comment elle a été produite. On a 3 critères principaux. La situation géographique, qui permet de localiser l'installation de production. Donc ça peut être en France ou ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard. L'énergie qui est utilisée, c'est-à-dire la filière de production, et si l'actif de production reçoit des subventions ou non. Enfin, on peut rappeler qu'une garantie d'origine correspond à 1 MWh. On a un petit graphique en haut à droite qui permet de représenter les émissions de garantie d'origine en Europe. Donc là, c'est vraiment à l'échelle de l'Europe en 2019. On voit que la majeure partie, c'est de l'hydroélectricité. On a une bonne partie d'éolien. On n'a finalement pas beaucoup de solaire, très peu de géothermie. Et vous remarquerez aussi qu'on a un petit peu de nucléaire et un petit peu d'énergie fossile, puisque certains pays certifient aussi ces énergies. Alors, ce n'est pas le cas de la France, mais par exemple, les Pays-Bas certifient les énergies fossiles. Donc, on a des garanties d'origine sur ces actifs de production. Ça permettrait finalement d'ouvrir le débat, alors on ne va pas le faire dans ce webinaire, mais au moins d'amener la réflexion, de se demander si tous les actifs de production, que ce soit nucléaire, fossile ou renouvelable, pourraient faire l'objet d'une émission de garantie d'origine. Donc finalement, on aurait toute la production qui serait certifiée et pas que les énergies renouvelables. Donc ça peut être une évolution du système dans les années à venir. En tout cas, c'est quelque chose que l'on peut garder à l'esprit pour le moment. Et en France, donc la définition exacte, c'est seuls les dispositifs de production produisant de l'électricité à partir d'énergie renouvelable et de cogénération au rendement peuvent être enregistrés dans le registre national. Donc pour ce qui est de la France, tout ce qui est nucléaire et fossile est exclu de la certification. Enfin, on peut noter qu'une garantie d'origine, une fois qu'elle est achetée par le fournisseur, elle est valable 1 an après la fin de production, donc le fournisseur a 1 an pour la détruire, ce qui permet finalement aussi de faire le lien avec le système aujourd'hui d'utilisation de ces garanties d'origine, puisque le système a un petit peu changé à partir du 1er janvier 2021.
C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, la garantie d'origine pouvait être détruite pendant 1 an, mais on avait un pas qui était finalement annuel de destruction de la garantie d'origine, c'est-à-dire qu'une garantie d'origine correspondant à une production pour le mois de janvier 2021 pouvait servir à certifier toute l'année 2021. Donc on pouvait avoir des clients qui se retrouvaient finalement avec une consommation, bien sûr, sur toute l'année, qui correspondait à une production qui avait été injectée sur le réseau dans une quantité rigoureusement équivalente, mais sur une période de temps très courte. Le système a changé à partir de 2021. Maintenant, on passe à une maille de temps mensuelle, c'est-à-dire que la garantie d'origine elle est toujours valable maintenant, mais par contre, la production de janvier sert à certifier uniquement de la consommation du mois de janvier. Concrètement, ça permet d'affiner un petit peu le pas de temps. Ça peut avoir une incidence sur les prix en fonction des quantités qui sont produites chaque mois et des besoins des clients. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'effet n'est pas significatif parce que déjà les fournisseurs d'électricité continuent d'acheter, de vendre finalement aux clients la garantie d'origine à un prix unique. Donc on achète maintenant des profils mensuels, mais finalement on fait une moyenne pondérée de tout ça pour avoir un prix unique pour le client. Donc le client final n'a pas forcément la visibilité de ce pas mensuel. Et en plus de ça, comme on l'a vu juste avant, aujourd'hui la France ne certifie même pas toute sa production d'énergie renouvelable. Donc on ne peut pas dire que le passage à un pas mensuel a créé une baisse de l'offre certains mois qui engendrerait une explosion des prix sur ces mois-là. Peut-être que ça évoluera dans le temps, mais pour le moment, l'impact n'est pas significatif. On va maintenant prendre un petit exemple pour voir quelle est l'incidence de la souscription d'une offre verte d'un client sur ses émissions de CO2 et sur les émissions de CO2 globales. Donc on va prendre 2 exemples successifs. Dans les 2 cas, on aura 2 centrales de production dans l'exemple, donc c'est vraiment un cas très simplifié. En haut à gauche, vous avez une centrale au charbon qui émet 950 grammes de CO2 par kilowattheure, donc ça c'est la vraie valeur, c'est pas un exemple. Hein. Et la centrale hydroélectrique qui, elle, en production, ne rejette pas de CO2. On va dire que la centrale au charbon produit 15 MWh, que celle hydroélectrique produit 5 MWh. Tout ça transite sur le réseau pour acheminer seulement 4 foyers qui, pour l'exemple, vont consommer rigoureusement la même chose. Donc géographiquement, ce qui se passe, c'est que le mix de production va rejeter du CO2. Dans l'exemple présent, 14,2 tonnes de CO2, qui du coup vont être répartis géographiquement sur nos 4 fournisseurs. Et chacun des 4 va donc contribuer à 712 grammes de CO2 rejetés dans l'atmosphère par kilowattheure consommé. Maintenant, dans le second exemple, on a un client qui va souscrire une offre verte, donc 1 sur les 4, et qui, lui, va donc percevoir des garanties d'origine, et contractuellement, va avoir des émissions de CO2 qui seront nulles du fait de cette souscription de garantie d'origine via l'offre verte. Ce qui va se passer, c'est que finalement, la production va rester rigoureusement identique. On aura toujours nos 15 MWh qui viendront de la centrale au charbon, nos 5 MWh qui viendront de la centrale hydraulique, et les rejets de CO2 dans l'atmosphère resteront exactement identiques à la situation initiale, c'est-à-dire 14,2 tonnes de CO2. Donc ça, physiquement, ça ne va pas changer. Par contre, ce qui va changer, c'est que contractuellement, on aura un foyer qui n'aura plus de rejet de CO2. Mais comme physiquement, le CO2 n'a pas disparu, ce sont les 3 autres foyers qui vont récupérer ce CO2, et la consommation des 3 foyers restants sera un petit peu plus élevée que dans le premier cas. Elle sera, dans cet exemple, de 949 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc cet exemple permet de montrer qu'il y a quand même une différence entre la partie géographique et physique et la partie contractuelle. D'une part, contractuellement, on peut réduire ces émissions de CO2, mais géographiquement et physiquement, il faut bien garder à l'esprit que ça restera quand même les mêmes émissions dans l'atmosphère. On va maintenant passer à la deuxième partie, les énergies renouvelables en Europe et le positionnement de la France sur le sujet. Donc on peut introduire cette partie avec ce visuel qui date un petit peu, mais qui permet de balayer tous les pays d'Europe, ou du moins la majeure partie, voir quelles sont
les objectifs de chaque pays et la part d'énergie renouvelable, alors là c'était en 2017, et l'objectif en 2020. Donc on peut citer deux exemples. L'exemple de l'Union européenne qui avait pour objectif d'être à 20% d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique finale en 2020, et la France qui était à 23%. Alors ce sont des objectifs qui évoluent un petit peu dans le temps. On peut en citer deux complémentaires qui s'ajoutent à ceux-là, à savoir que la France a pour objectif de produire 40% de son électricité à partir d'énergie renouvelable d'ici 2030, et que récemment, au cours du mois de décembre, les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour réduire d'au moins 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à une référence qui est de 1990. Alors le but de ce webinaire n'est pas de discuter de la pertinence ni de la faisabilité de ces objectifs, mais en tout cas ils sont toujours bons à garder à l'esprit, et on pourra peut-être noter pour l'anecdote, alors là ça concerne, c'est vraiment à l'échelle du monde, au cours de l'année 2020, les émissions de CO2 ont quand même diminué, notamment à cause de la situation sanitaire, et les rejets ont baissé d'environ 7% sur l'année 2020, donc ça donne un ordre de grandeur des efforts consentis pour un pourcentage de réduction en face. Maintenant, on va regarder ce qui se passe à l'échelle de l'Europe en termes de certification et quels sont les pays qui participent au mécanisme. Sur la gauche, vous avez la carte des pays participants. Donc quasiment toute l'Europe de l'Ouest participe au mécanisme des garanties d'origine, raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que vous pouvez très bien consommer de l'électricité en France adossée à une offre verte qui est donc sourcée avec des garanties d'origine, mais pour autant, l'énergie qui a été injectée sur le réseau a pu être injectée ailleurs en Europe. On a certains pays qui sont fortement producteurs de garanties d'origine, par exemple la Norvège. En France, on a un acteur qui gère les garanties d'origine qui est EEX, et à l'échelle de l'Europe, on a une association qui est AIB, qui gère tous les échanges à l'échelle européenne. Donc on voit en haut à droite ce graphique publié par l'AIB qui représente les émissions, les transactions, pour être plus précis, de garantie d'origine depuis 2015. Donc chaque barre de l'histogramme représente une année de 2015 à 2019. On voit qu'il y a quand même de plus en plus de transactions. On était un petit peu moins de 400 TWh à l'échelle de l'Europe il y a 5 ans. L'année dernière, on était à un peu plus de 700 TWh. Et le petit tableau en dessous représente la quantité d'énergie renouvelable produite dans 4 pays qui font office d'exemple dans la première colonne. Et dans la deuxième colonne, on a la production d'électricité qui est certifiée. Donc on reprend l'exemple de la France et on rappelle les chiffres, 110 TWh de production renouvelable, 57 qui sont certifiés, donc toute la production n'est pas certifiée, on expliquera pourquoi tout à l'heure. Et le 21% entre parenthèses, c'est la part d'énergie renouvelable dans le mix de production électrique. Mais par exemple, certains pays comme le Danemark ou l'Islande, bien qu'ils produisent beaucoup moins d'électricité que la France, certifient quasiment tout, si ce n'est toute leur production, via des garanties d'origine. Et on a d'autres pays comme l'Allemagne qui certifient un volume très faible de garanties d'origine, donc encore moins que la France. Donc ces échanges entre pays européens donnent lieu à certaines disparités entre les importations et les exportations de garanties d'origine. Vous avez ici tous les pays qui participent au mécanisme. En orange, c'est l'année 2019. En bleu, c'est l'année 2018. Et ça permet de voir quels sont les pays qui importent des garanties d'origine et ceux qui en exportent. Donc à gauche, c'est ceux qui en importent. À droite, c'est ceux qui en exportent. Donc on a 2 grands pays importateurs de garanties d'origine, qui sont l'Allemagne et les Pays-Bas. Et on a surtout un pays qui en exporte beaucoup, qui est la Norvège. Un petit peu l'Italie. Vous voyez que la France exporte quand même est plutôt exportateur de garanties d'origine. Pour l'anecdote, on pourra, si on regarde l'exemple de la Norvège, on voit que c'est le principal exportateur en Europe. Pour des quantités qui sont quand même très élevées, ça peut avoir une influence sur le prix des garanties d'origine à l'échelle de toute l'Europe. Si on prend un exemple, il y a quelques années, il y a eu une sécheresse en Norvège. Donc potentiellement un gisement plus faible d'énergie renouvelable produite à partir d'hydroélectricité, qui est la principale source de production en Norvège. Ça a une influence assez importante sur les prix qui ont été multipliés par quasiment 3 ou 4
sur un pas de temps relativement court. Bon, la situation s'est depuis rétablie, les prix sont revenus à leur niveau d'avant. Mais en tout cas, on voit que juste un pays peut être prépondérant dans le prix final de la garantie d'origine à l'échelle de l'Europe. On va maintenant prendre 2 exemples pour voir ce qui se passe au final quand tous ces pays s'échangent des garanties d'origine. Parce que, bon, comme vous l'avez vu, les pays certifient tout ou partie de leur production renouvelable, s'échangent des garanties d'origine. Donc, par exemple, en France, on peut acheter des garanties d'origine françaises, mais aussi étrangères. Les autres pays d'Europe font pareil, donc on a un petit peu un brassage de ces garanties d'origine. Et on va prendre 2 exemples pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe, finalement, entre la partie physique, qui est la production d'énergie, et la partie contractuelle, qui est ce qui se passe dans les contrats de fourniture d'électricité. Donc ces 2 pays qui vont faire office d'exemple sont l'Islande et les Pays-Bas. Donc sur le diagramme du haut, vous avez le mix de production en Islande et son évolution depuis 1990. Donc le principal constat qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a que 2 sources de production d'électricité en Islande, l'hydroélectricité et la géothermie. Et donc 100% de l'électricité islandaise est produite à partir d'énergies renouvelables. On a un deuxième exemple qui est un petit peu différent, qui concerne les Pays-Bas, donc c'est le diagramme du bas, où là on a plusieurs sources de production pour l'électricité, on a toutes les sources renouvelables, mais on a également du charbon et du gaz dans des quantités non négligeables. Donc aujourd'hui, la production aux Pays-Bas est constituée d'énergie renouvelable à hauteur de 20%. Donc physiquement, c'est ce qui se passe. 20% de l'électricité est produite à partir d'ENR aux Pays-Bas et 100% en Islande. Maintenant, on va regarder sur le graphique suivant ce qui se passe contractuellement une fois que les pays se sont échangés des garanties d'origine par le biais des fournisseurs et des offres de leurs clients. Sur ce graphique, vous avez pour chaque colonne un pays d'Europe qui est représenté. Et vous avez la proportion d'électricité, la filière de production en pourcentage. Donc toutes les couleurs pastel du bleu, turquoise, vert correspondent aux énergies renouvelables. Le marron, c'est l'énergie nucléaire. Et toutes les nuances de gris-noir, ce sont les énergies fossiles. Donc on va reprendre nos 2 mêmes exemples, l'Islande et les Pays-Bas. Donc ils sont encadrés en rouge sur le diagramme pour bien les retrouver. Si on regarde l'Islande en premier lieu, on se rend compte que dans les contrats de fourniture d'électricité, on n'a que 20% d'énergie renouvelable. On a une bonne proportion de nucléaire, quasiment un tiers, et presque la moitié d'énergie fossile. À l'inverse, aux Pays-Bas, on a la moitié de la fourniture qui est d'origine renouvelable et l'autre moitié qui est principalement adossée aux énergies fossiles. Donc ça montre finalement 2 choses, c'est que les Pays-Bas ont quand même une forte appétence pour les garanties d'origine. C'est quelque chose qu'on a vu dans le graphique précédent, ils étaient importateurs nets de garanties d'origine. Donc ils verdissent contractuellement leur mix de consommation avec ces garanties d'origine qui proviennent d'autres pays. Et cela se fait un petit peu finalement au détriment d'autres pays comme l'Islande, où de leur côté, ils récupèrent in fine un mix qui est plutôt carboné, alors que leur production physique est totalement décarbonée. Alors on peut peut-être faire une petite remarque sur le sujet, c'est que ce biais, si c'en est un, peut avoir quelques conséquences. C'est que bon, finalement, on peut avoir d'un côté l'Islande qui produit 100% de sa production à partir d'énergie renouvelable, et donc ces consommateurs qui se disent, ben, nous, finalement, on consomme cette énergie qui provient de notre pays, qui, rappelons-le, n'est pas interconnectée au reste de l'Europe, donc l'énergie produite en Islande reste en Islande, et ils n'ont pas forcément, du coup, ce besoin de souscrire des garanties d'origine, puisque toute leur production est renouvelable. À l'inverse, on a d'autres pays qui ont plus d'appétence pour les garanties d'origine, qui les récupèrent contractuellement, mais physiquement, ça ne change pas la donne quand même. On va maintenant passer à la dernière partie de la présentation, qui est la certification de l'énergie verte. Donc on a parlé dans un premier temps des mix de production, des mix de consommation. On va maintenant parler du mix résiduel et le définir pour bien comprendre finalement ce qu'il advient
dans le cas où un client ne souscrit pas une offre d'électricité. Ça viendra finalement enrichir un petit peu l'exemple qui a été proposé précédemment avec nos 2 sources de production et nos 4 consommateurs. Donc si on regarde le petit schéma qui est en haut à droite, il est assez explicite. Donc dans le grand cercle gris, on a tous les actifs de production d'un pays qui constituent finalement le système électrique dans sa globalité. On a certains actifs de production qui font l'objet d'une certification par des garanties d'origine. Ce sont les 3 qui sont entourés en vert. Et on a tous ceux qui restent, qui peuvent d'ailleurs comporter certains actifs de production d'origine renouvelable, qui constituent le mix résiduel. Donc un client qui souscrit une offre avec des garanties d'origine va récupérer les sites de production en vert, et un client qui ne souscrit pas à une offre verte va récupérer finalement le mix résiduel qui est lié à la production des autres sites de production. Donc si on prend la définition exacte et rigoureuse que je vais vous lire, le mix résiduel français est donc le mix de consommation dont sont soustraites les garanties d'origine utilisées en France pour certifier l'origine renouvelable de la consommation dans le cadre d'offres vertes. Donc finalement, ça nous permet de connaître le mix résiduel qui est celui qui est consommé par les clients qui ont une offre classique. Et si on regarde le diagramme en bas à droite, c'est le mix résiduel en France en 2019 qui est publié par EEX dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est assez proche du mix de production si vous vous en souvenez, mais dans le mix de production, on avait quand même 20% d'électricité d'origine renouvelable. Là, il n'en reste qu'un petit peu plus de 8%, parce que finalement, il y a des clients qui ont souscrit des offres avec des garanties d'origine, et l'énergie d'origine renouvelable qui reste pour les clients qui n'ont pas souscrit ces offres est en proportion plus faible. Donc on peut donner un autre chiffre aussi, qui est qu'en 2019, 42 TWh d'électricité ont été consommés par l'utilisation de garanties d'origine en France. Donc je vous rappelle les 2 autres chiffres, 110 TWh de production d'énergie renouvelable, 57 qui ont été certifiés. Ensuite, on s'échange des garanties d'origine entre pays. La France est plutôt exportateur de garanties d'origine. On en importe aussi d'autres pays. Et au final, il reste 42 TWh de garanties d'origine qui ont été utilisées en France. On va maintenant regarder si la garantie d'origine apporte une additionnalité pour les producteurs et leur permet finalement d'avoir un revenu complémentaire au moment de l'installation d'un nouveau site de production. Donc avant de donner quelques chiffres et d'aller plus loin dans la démarche, on va déjà définir quelles sont aujourd'hui les modalités de rémunération des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables en France, afin de bien comprendre le système. Globalement, on en a 2 qui se côtoient, l'obligation d'achat et le complément de rémunération. Pour l'obligation d'achat, le système est relativement simple, c'est que tout kilowattheure injecté sur le réseau public, à partir bien sûr d'un actif de production renouvelable, est acheté par un acheteur obligé, un tarif d'achat qui est fixé à l'avance, et pour une durée généralement de 20 ans. Donc ça, c'est le mécanisme de soutien historique, celui qui est apparu il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, qui évolue constamment dans le temps, avec des tarifs qui sont plutôt dégressifs. Si on donne un petit exemple, pour une petite installation photovoltaïque de 3 kW crête, le tarif d'obligation d'achat était d'environ 580 € par mégawattheure en 2010. Aujourd'hui, on est à environ 180 € par mégawattheure. Donc ce tarif de subvention a tendance à diminuer. C'est la logique quand on subventionne un mécanisme, c'est de diminuer la subvention au cours du temps pour que finalement le mécanisme soit de lui-même rentable. Et on peut aussi amener un autre élément qui est que finalement les panneaux photovoltaïques sont aussi beaucoup plus performants aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ce qui implique que pour une surface installée identique, la production est supérieure et donc le tarif d'achat diminue aussi de ce fait. Le deuxième mécanisme, c'est le complément de rémunération qui est apparu il y a peut-être un petit peu plus de 5 ans, qui là est quand même un petit peu plus compliqué pour le producteur, parce que bon, dans l'obligation d'achat, c'était très simple, il allait voir son acheteur obligé, il revendait toute la production à un tarif d'achat, sans savoir d'ailleurs ce qui se passait et sans être finalement sa production n'était pas du tout corrélée au prix de marché. Dans le cas du complément de rémunération,
le producteur doit déjà faire appel à un tiers qui est un agrégateur, on en a parlé tout à l'heure, pour finalement revendre cette production sur le marché et la revendre au prix de marché. Donc déjà, le producteur est incité de ce côté-là, puisque finalement, plus le prix de marché est élevé, plus le producteur va avoir une rémunération élevée sur cette partie-là. Pour la petite anecdote, les producteurs sont souvent contraints d'arrêter leur production si jamais les prix de marché sont négatifs, ce qui peut arriver quelques heures dans l'année quand même. Et comme il faut tout de même que le producteur ait une rentabilité sur son actif de production, il existe une prime qui vient compenser l'écart entre le revenu tiré de la vente sur le marché et un prix de référence. Ce prix de référence peut être fixé de deux manières, soit par le biais d'un arrêté tarifaire, soit par le producteur lui-même quand il répond à un appel d'offres. Donc régulièrement, il y a des appels d'offres qui sont publiés par la CRE et le producteur propose un prix de rachat qui lui semble économiquement rentable pour lui et pas trop élevé. Et si à l'issue de l'appel d'offres, il est lauréat, donc si son projet est retenu, l'énergie lui sera rachetée au prix qu'il a proposé. Une partie sera vendue sur le marché et le complément entre le prix qu'il a proposé et le prix de marché lui sera versé sous forme de prime. Donc on voit déjà qu'il y a une évolution dans le mécanisme de subvention. On passe d'un système où le producteur revendait tout à un prix fixe à un système où le producteur est déjà dans une situation un petit peu plus complexe, je dirais, et où surtout il est en lien avec ce qui se passe réellement sur le marché en termes de prix. Donc on va maintenant voir si la garantie d'origine apporte une additionnalité et peut permettre de réduire le montant des subventions qui sont accordées aux producteurs, ou si la garantie d'origine peut même en elle-même apporter une rémunération suffisante à un producteur pour que son site devienne rentable. Donc sur cette slide, vous avez trois jeux de chiffres. En haut, ce sont les prix de la garantie d'origine dans quelques pays d'Europe. Ça permet de voir la valeur de ce certificat qui est aujourd'hui plutôt très faible. Hein. En France et dans quelques autres pays, on est à un demi-euro par mégawattheure. Un tout petit peu plus en Allemagne, mais l'ordre de grandeur reste quand même assez similaire. On peut mettre ça en lien avec le prix global de fourniture d'électricité qui est entre 160 et 180 euros par mégawattheure en France. Donc on voit vraiment que la garantie d'origine, à elle seule, ne représente qu'une toute petite partie de la facture si vous avez une offre qui comporte des garanties d'origine. En dessous, vous avez les prix moyens du marché spot en France, qui est finalement le marché sur lequel un producteur qui bénéficie du complément de rémunération va vendre sa production. On ne peut pas dégager de tendance significative sur ces prix d'une année sur l'autre. Ils étaient relativement faibles en 2020, notamment liés à l'épidémie de coronavirus qui avait entraîné des prix spot très bas au printemps. Ils étaient un petit peu plus élevés en 2018, donc ça varie quand même entre 32 et 50 euros par mégawattheure sur les 4 dernières années. Et en bas, vous avez le prix, alors c'est une fourchette de prix, hein, c'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre, mais ça donne quand même une bonne idée du prix de vente qui permet aujourd'hui à une installation de production d'être viable économiquement en France. Pour l'hydraulique, on est entre 80 et 90 euros par mégawattheure. Pour l'éolien, on est à 70-75 euros par mégawattheure sur de l'éolien terrestre, c'est un moins sur l'éolien offshore. Et le photovoltaïque, on est entre 60 et 65 euros par mégawattheure. Donc si on prend l'exemple d'une centrale hydroélectrique, si on dit qu'elle est rentable à 80 euros par mégawattheure, donc un producteur en complément de rémunération a pu proposer ce prix, 80 euros par mégawattheure, il est lauréat, il va vendre son énergie sur le marché. Au cours de l'année 2020, il va la vendre à plus ou moins 32 euros par mégawattheure. Mais on voit que la prime à verser, donc le complément de rémunération finalement, est quand même relativement important, de l'ordre de 50 euros par mégawattheure dans l'exemple pris ici. Et la garantie d'origine, qui a une valeur de moins d'1 euro par mégawattheure, ne permet pas de peser finalement dans ce système. Et aujourd'hui, alors compte tenu des prix spot des dernières années, des prix de rentabilité des actifs de production et de la valeur de la garantie d'origine, aujourd'hui, la garantie d'origine ne permet pas à un nouvel actif de production d'être rentable à elle seule. Et les mécanismes de subvention
reste donc aujourd'hui indispensable pour développer les énergies renouvelables en France. Ces garanties d'origine, donc on a présenté juste avant les deux mécanismes de soutien. Je n'ai pas indiqué quelle était finalement la destinée des garanties d'origine dans les deux cas. Le producteur ne les récupère pas pour son compte quand il est en obligation d'achat ou en complément de rémunération. La garantie d'origine est récupérée par l'État français qui les revend ensuite aux enchères qui sont organisées par EEX tous les mois. Et donc on a certains critères pour qu'un actif de production soit éligible. Donc il faut que l'électricité soit produite à partir d'une source renouvelable installée en France métropolitaine, bénéficier d'un des deux mécanismes de soutien décrits précédemment, et que la capacité installée soit supérieure à 100 kW. Donc on voit à partir de cette définition, on comprend un petit peu pourquoi toute la production d'origine renouvelable aujourd'hui n'est pas certifiée par des garanties d'origine. Ça vient d'une part du fait que beaucoup d'actifs de production ont une puissance inférieure à 100 kW. Toutes les installations de particuliers qui sont installés font généralement entre 3 et 12 kW crête, donc elles ne sont pas certifiées, elles ne permettent pas d'émettre des garanties d'origine. Et ensuite, toutes les garanties d'origine qui sont potentiellement commercialisables sur ces enchères ne sont pas toutes vendues, puisque le choix est fait de vendre qu'une certaine partie, pour ne pas que le prix des enchères diminue trop. Et même quand la quantité qui est vendue ne trouve pas forcément acheteur sur ces enchères, puisqu'on a un prix plafond qui est imposé pour éviter que le prix des garanties d'origine finalement ne tombe à zéro. Donc c'est l'exemple qui est décrit ici, où on retrouve les résultats des enchères du mois d'octobre 2020. Vous avez en haut la part du volume qui a été alloué. Seulement 36% du volume qui a été mis aux enchères a été alloué, soit parce que les fournisseurs avaient déjà couvert leurs besoins en partie, soit parce que finalement le prix plafond proposé était supérieur à beaucoup d'offres qui ont été remises. En tout cas, ça permet de voir qu'aujourd'hui, on a quand même en France une offre qui est plutôt abondante sur les garanties d'origine. Et bien que la demande augmente, l'offre reste aujourd'hui largement supérieure à la demande, ce qui explique que les prix des enchères soient très bas. Et sur le graphique du dessous, vous retrouvez les volumes alloués par filière de production. Et bon, là, le constat qu'on peut faire, c'est que globalement, la cogénération trouve pas vraiment preneur sur les enchères, où les acteurs se positionnent surtout sur l'éolien, le solaire et l'hydraulique. Alors dans tout ça, qu'est-ce que nous on fait à GEG par rapport à nos achats de garantie d'origine? Donc on a une stratégie qui est assez claire sur le sujet, à savoir qu'on s'approvisionne avec des garanties d'origine d'une technologie et d'une zone géographique bien précise. D'abord par rapport à la zone géographique, ce sont uniquement des garanties d'origine françaises, avec une préférence pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On n'arrive pas forcément toujours à trouver des garanties d'origine qui proviennent de la région Aura, mais la plupart du temps, c'est ce que l'on fait. Et ce sont que des sources de production à partir d'hydroélectricité, de photovoltaïque ou éolien. On n'achète pas de garantie d'origine produite à partir de cogénération. Et on s'approvisionne de 3 manières distinctes. La première qui est finalement un achat en circuit court, c'est ce que l'on essaye de faire de plus en plus aujourd'hui, où on achète en gré à gré auprès d'un producteur la production d'électricité, donc l'électron d'une part, et aussi la garantie d'origine. Donc c'est vraiment cette additionnalité entre l'électricité produite et la garantie d'origine qui a une valeur, et que l'on essaye aujourd'hui de mettre de plus en plus en place pour s'approvisionner. Ensuite, on a une source d'approvisionnement qui est auprès de contreparties spécialisées dans la vente de garanties d'origine. Et une troisième source d'approvisionnement qui est lors des enchères organisées par EEX, dont on a parlé précédemment, où on se positionne régulièrement sur ces enchères avec une préférence pour les sites de production en Auvergne-Rhône-Alpes, tout en sachant qu'on n'a pas de certitude de pouvoir avoir un type de production bien précis. Mais en tout cas, on se positionne sur des technologies citées précédemment et avec quand même une préférence pour les garanties d'origine Aura.
En termes de volume, aujourd'hui, l'approvisionnement de GEG en garantie d'origine représente quasiment la moitié de notre portefeuille de consommation, ce qui est quand même assez élevé. On va maintenant conclure ce webinaire sur les garanties d'origine en mettant en avant le fait que la garantie d'origine reste à ce jour le seul moyen réglementé de certification de l'énergie électrique. Donc il est peut-être imparfait, il est peut-être pas tout le temps très clair, mais il a le mérite d'exister et d'être commun à tous les pays d'Europe. Il a aussi le mérite par rapport à d'autres mécanismes, par exemple l'AREN, le mécanisme de capacité, d'être assez clair dans vos contrats de fourniture d'électricité, puisque vous avez un prix qui est déterminé à l'avance, on n'a pas de réindexation en cours de route, d'écrêtement ou quoi que ce soit. Donc il est quand même assez lisible pour le client, au moins en termes de prix. Ensuite, souscrire une offre de garantie d'origine aujourd'hui permet quand même de montrer son soutien aux énergies renouvelables, même si on l'a vu à lui seul, ça ne permet pas de sa rentabilité. Mais ça permet en tout cas de donner cette direction quand on souscrit une offre avec des garanties d'origine. Et enfin, dernier point, si la demande en garantie d'origine augmente, le prix aura lui aussi tendance à augmenter. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Si la demande augmente à offre constante, le prix augmentera lui aussi. Et dans ce cas de figure, on pourra avoir une contribution plus importante qui sera apportée aux producteurs, ou du moins dans un premier temps, ça permettra de réduire les dépenses liées aux subventions. Et on a vu tout à l'heure, à travers l'exemple norvégien et l'épisode de sécheresse qu'il y avait eu, que les prix des garanties d'origine peuvent quand même évoluer considérablement sur un pas de temps court, donc ça c'est une réalité. Mais il faut quand même noter quelques points de vigilance sur le sujet. C'est qu'aujourd'hui la portée des garanties d'origine reste limitée et a que très peu d'impact sur les rejets de CO2. Attention aussi au greenwashing et à certains messages de communication qui parfois enjolivent un petit peu trop la réalité par rapport à finalement ce que permet une garantie d'origine. Et enfin, dernier point, attention à bien cibler l'objectif qu'on poursuit aujourd'hui, parce qu'il faut bien garder en tête que le développement des énergies renouvelables est indispensable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. À long terme, on n'a aucun doute là-dessus, le développement des énergies renouvelables est vraiment indispensable, mais à ce jour, on se rend compte que le développement de ces ENR n'est pas corrélé directement à une réduction des émissions de CO2 à l'échelle mondiale, puisque dans un même temps, pendant que ces énergies renouvelables se développent, on a aussi une augmentation des énergies fossiles qui, au global, induisent des rejets de CO2 qui continuent d'augmenter. Mais attention ici, le message est bien le suivant, c'est que le développement des énergies renouvelables, à terme, on va réduire les émissions de CO2, mais c'est pas parce qu'on installe aujourd'hui un actif de production renouvelable qu'on enlève un actif de production fossile. Voilà, je vous remercie de votre attention et on peut maintenant passer à un temps de questions-réponses, si vous en avez, ou d'éclaircissement de certains points qui ont été abordés pendant le webinaire. Du coup, je vais reprendre donc, on m'entend là, c'est bon ? Ok, donc en fait, je vais reprendre la main sur les questions. Donc, on a eu un petit forum où il y avait des questions. Emmanuel a pu répondre en direct à certaines questions. Et du coup, j'en ai sélectionné 3 qu'on pourrait potentiellement approfondir. Jérémy, d'abord, merci aussi pour la présentation. La première question, c'était: est-il possible de calculer la quantité de CO2 émise en fonction du mix énergétique de GEG? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, la question peut être traitée de 2 manières différentes et peut-être être précisée quand il est question du mix énergétique de GEG. Est-ce que les actifs de production qui appartiennent à GEG ENR, qui est la filiale de GEG, peuvent être pris en compte ou pas? Ou est-ce que c'est uniquement par rapport à l'approvisionnement que nous, on fait sur le marché? Donc c'est peut-être cette petite clarification qui permettrait d'apporter une réponse assez précise à la question. En tout cas, ça peut être fait aller. Ok. Merci. Du coup, j'avais une deuxième question.
La deuxième question, c'était quelle est la différence entre un agrégateur et un fournisseur? Alors, c'est vrai que les fournisseurs sont assez connus du grand public puisque chaque client a un fournisseur d'électricité. L'agrégateur, c'est un métier un petit peu différent. Certains agrégateurs sont fournisseurs, mais la réciproque n'est pas forcément vraie. Donc, le fournisseur, c'est vraiment le commercialisateur. C'est celui qui s'approvisionne sur le marché et revend l'électricité à un consommateur. Le fournisseur a toujours adossé un responsable d'équilibre et finalement, l'objectif, c'est d'acheter de l'électricité sur le marché. Donc, le marché a un prix qui varie considérablement et tout le temps. Et généralement, la vente à un prix fixe au client. Donc, le métier du fournisseur, c'est vraiment ce passage d'un prix de marché volatile à un prix fixe et le fournisseur va acheter une quantité sur le marché qu'il ne connaît pas forcément à l'avance. Ça, c'est le métier de fournisseur. L'agrégateur, c'est un petit peu différent. Certains agrégateurs sont fournisseurs, mais son cœur de métier, c'est d'agréger finalement de la production. Donc, un producteur va travailler avec plusieurs producteurs, acheter la production de chacun de ces producteurs et la revendre sur le marché. Donc, l'agrégateur a d'autant plus de facilité à faire son métier qu'il a de nombreux actifs de production répartis géographiquement sur des zones différentes, de différentes filières de production. On peut par exemple prendre un exemple pour bien comprendre ça. Un agrégateur qui rachèterait l'énergie d'une seule éolienne en France aurait quand même des difficultés à s'approvisionner. Puisque finalement il devrait prévoir la production de sa seule éolienne et pour la revendre sur le marché. Donc c'est assez compliqué puisque la production d'éoliennes peut varier rapidement en fonction du vent, en fonction de son positionnement, alors qu'à l'inverse, un agrégateur qui lui a des éoliennes sur toute la France, mais aussi des panneaux photovoltaïques, des centrales hydroélectriques, lui va pouvoir foisonner finalement toute cette production. Et quand une éolienne ne pourra pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de vent, peut-être que finalement un panneau solaire fonctionnera un petit peu plus que prévu, une centrale hydroélectrique fonctionnera un petit peu plus que prévu, et il pourra finalement lisser sur tout son portefeuille la production et avoir une meilleure vision de la production à chaque port horaire. Donc voilà, le métier de l'agrégateur, c'est vraiment de racheter de la production à des producteurs et de la revendre sur le marché. Et l'exercice est d'autant plus facile que l'agrégateur dispose de plusieurs moyens de production. Et ensuite, ça implique aussi que le producteur ait des outils de prévision de production. Donc ça passe là par des outils de modélisation météorologique, de modélisation de prix, puisque la prévision de production peut quand même être assez complexe à mettre en place. Par exemple, pour l'hydroélectricité, ça peut dépendre des précipitations, ça peut aussi dépendre des quantités de neige qui sont tombées l'hiver précédent, de la fonte de cette neige. Donc, c'est plein de paramètres qui entrent en compte. Et être agrégateur, c'est un vrai métier. Donc, aujourd'hui, tous les fournisseurs ne sont pas agrégateurs. Par contre, il est possible d'avoir des agrégateurs qui ont aussi en main la carte fournisseur et qui peut être fournisseur. Donc, voilà un petit peu quelle est la différence entre agrégateur et fournisseur d'électricité. Visiblement, il n'y a pas de questions supplémentaires, donc si j'ai bien compris. Du coup, je te laisse, José-Louis, conclure. Je vérifie le micro. Bien, alors merci à tous, merci à toutes. Alors, on avait à cœur de tenir le timing par respect pour les agendas de tout le monde qui sont bien chargés pour ce premier webinaire. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet événement. On voit que on a suscité quelques questions en espérant qu'on n'ait pas créé trop de frustration au travers des réponses qui auraient pu, qui n'ont peut-être pas pu être apportées. Si c'était le cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou à écrire directement sur l'adresse pge@geg.fr. pge@geg.fr. On se fera fort de vous répondre plus en détail sur les questionnements que vous pouviez avoir et qui n'auraient pas trouvé une réponse au travers de ce webinaire, ce premier webinaire. Celui-ci, j'ai senti qu'il avait soulevé beaucoup d'intérêt et assez complet. Donc, je remercie les équipes et je remercie ceux qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. Puis, vous l'avez noté, on a parlé de la production aujourd'hui d'énergie renouvelable, de l'équilibre de tout ça avec
la consommation. Et puis, on a touché du doigt un peu plus, même d'ailleurs, on a commencé à rentrer dans un sujet un peu complexe, qui est la traçabilité de cette énergie verte. Les modalités de traçabilité, on a détaillé ce qui existait déjà un petit peu aujourd'hui. On a vu qu'à certains égards, des biais peuvent exister. Jérémy vous a donné des bons exemples, notamment entre l'Islande et les Pays-Bas, qui est un exemple assez flagrant, mais on a vu aussi que la garantie d'origine ne nous affranchit pas de certaines idées reçues, comme le fait que à certains endroits d'Europe, on va certifier du nucléaire. Voilà, donc on sent que ce sujet va ouvrir des débats, et ces débats, on vous propose de nous rejoindre pour les avoir le 5 mars prochain, au travers du webinaire numéro 2, qui cette fois-ci creusera plus en détail cette fameuse traçabilité, ses avantages et ses inconvénients, et puis ce qui peut ou ce qui pourrait exister comme alternative aux garanties d'origine, mécanisme aujourd'hui existant. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous retrouver le 5 mars prochain.